Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va commencer par un petit rappel des consignes de fonctionnement du webinaire. Comme d'habitude, pour ceux qui viennent régulièrement, la prise de parole, on privilégie plutôt le chat et puis une levée de main quand vous voulez intervenir à l'oral. Voilà. Ensuite, vous propose de garder les micros et les caméras plutôt désactivés de façon à avoir une meilleure qualité de connexion. Et de les ouvrir qu'au moment quand vous voulez intervenir. Ce webinaire sera enregistré. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître sur les enregistrements, on vous conseille donc de désactiver micro et caméra de façon à ne pas apparaître. Voilà. Et puis, si jamais vous avez des problèmes de déconnexion pendant le webinaire, vous pouvez vous reconnecter sans difficulté avec le lien qu'on vous a donné, avec lequel vous êtes connecté. Voilà, pas de souci. Voilà pour les petits rappels. Alors, cette fois-ci, on inaugure une nouvelle disposition. On essaye de vous proposer une prise de notes collaborative en ligne avec le lien qui est indiqué ici. Si un de mes collègues veut bien le remettre dans le chat, comme ça, vous pourrez accéder en direct à ces notes. L'idée, c'est d'avoir des notes qui nous permettront de repartir avec ce que chacun aura noté pendant le webinaire. Et ça sera directement disponible avec le lien qu'on vous indique là. On vous propose également, au début de ces notes, d'indiquer vos noms, prénoms, disciplines et établissements aussi, de façon à ce qu'on puisse faire un peu connaissance et savoir qui est derrière chaque caméra. Voilà, si ça vous dit de partager ces informations avec les autres. Donc, ce webinaire, il fait partie d'un cycle de webinaires qui a commencé à l'automne 2020, qui s'appelle « Explorer les modalités d'enseignement à distance ou hybride ». Et celui-ci, il est plus particulièrement consacré aux interactions à distance. C'est le 6e de cette saison. Et on vous donnera une information bientôt sur les nouveaux webinaires qui viendront pour le printemps. Voilà, merci Fatma. Elle a indiqué dans le chat le lien vers le Framapad qui vous permet de participer aux notes collaboratives. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes et ça permettra d'avoir des notes plus intéressantes à la sortie. Donc, en termes d'objectifs du webinaire, vous les avez eus quand vous vous êtes inscrit, mais on vous les rappelle rapidement. L'idée, c'est de clarifier le vocabulaire autour des interactions à distance avec les étudiants. C'est aussi d'aller analyser les opportunités et les risques de ces interactions avec les étudiants. Voilà ce qui est possible de faire. Et enfin, dans un troisième temps, on regardera la mise en œuvre concrète d'interactions avec les étudiants. Pour ce faire, on a la chance d'avoir aujourd'hui Amaury Dahl, qui est enseignant à l'HEP Vaud, qui est en Suisse, qui est une haute école d'enseignement pédagogique. Et il est responsable d'une filière de formation des professionnels de l'éducation. Voilà, il est également secrétaire général de l'AIPU. Et il est auteur de nombreuses ressources, dont un blog dont on vous a indiqué les coordonnées, si vous voulez aller voir. Il est une mine d'informations pour approfondir ces questions d'interaction. C'est pour ça qu'on l'a invité. On le remercie vraiment de participer à ce webinaire. Et Amaury sera accompagné pendant ce webinaire de toujours la même équipe, donc qui est issue de l'association Pensera, qui est une association de conseillers pédagogiques en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je vais donner la parole à Franck pour qu'il se présente. Franck Vertuca, merci Christelle. Franck Vertuca, je travaille à l'Institut catholique de Lyon au sein d'un service qui s'appelle KPA pour Centre d'appui à la pédagogie, enseigner et apprendre, avec Lauriane qui se présentera tout à l'heure. Moi, donc, je suis Christelle Rimbaud, responsable d'une mission d'appui pédagogique à l'ENTPE, qui est une école d'ingénieurs sur le campus de Vaux-en-Velin. Et donc, j'occupe des fonctions de conseiller pédagogique comme mes collègues. Fatma, si tu veux bien. Et moi, Fatma Saïd Touami, je suis conseillère pédagogique à l'équipe Athéna. C'est une cellule d'accompagnement pédagogique et numérique à l'INSA Lyon. Et Lauriane. Et voilà, moi, Lauriane Pirodon, je travaille avec Franck, du coup, à KPA. Et je suis ingénieure pédagogique et j'accompagne l'équipe sur la tenue et l'organisation interactive des webinaires pédagogiques. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat déjà sur la mise à disposition des ressources et notamment du diaporama. Vous aurez tout ça à l'issue du webinaire. On vous enverra un lien. Vous pourrez accéder à toutes les ressources et à l'enregistrement un peu plus tard, mais vous l'aurez, l'enregistrement également.
Voilà, je donne la parole à Franck qui va vous présenter donc le programme de ce webinaire. Alors, je clique pour démarrer le Franck, je te donne la contrôle main. souris. OK, merci. Très vite, parce que ce n'est pas à moi de parler. En fait, on attend tous qu'Amaury puisse avoir sa possibilité à lui. Donc, très vite, on a 3 parties, comme d'habitude. D'abord, clarifier le sujet. De quoi parle-t-on quand on parle d'interaction, d'enseignement à distance? Ensuite, quelles sont les modalités? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour avancer sur ce type de sujet, pour améliorer? Quels sont les risques et les opportunités de ces modalités? Et enfin, dernière partie, l'idée c'est que vous puissiez sortir de ce webinaire avec des pistes, des choses concrètes. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre concrètement pour améliorer, pour faciliter, pour enrichir les interactions? Alors, il faut que je clique pour que ça avance. Et je clique, mais ça n'avance pas. Si, Ah, si. c'est bon. Et donc, on va présenter maintenant le résultat d'un sondage qu'on vous a proposé au moment de votre inscription. Donc, il y avait 2 questions. Une définition brève de l'enseignement interactif à distance, et puis comment vous vous positionnez aujourd'hui sur la recherche, avec l'aide de la recherche iSup. Alors, les résultats doivent arriver dès que… voilà. Donc, première réponse, un nuage de mots qui met en avant un certain nombre… Amaury, tu pourras bien sûr réagir là-dessus, qui met donc en avant un certain nombre de mots peut-être plus qui sortent de façon plus évidente, avec la question importante de la motivation quand on est en distanciel, de la participation, les questions d'espace, comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas directement avec vous. Et puis une citation avec l'idée d'un enseignement de confiance et de responsabilisation. C'est vrai que on est obligé de s'appuyer un peu plus peut-être, mais ce n'est pas une mauvaise chose, sur le fait de leur faire confiance. Je me tais un petit peu pour que Amaury puisse intervenir. Il le veut. Oui, rapidement. Bon, j'aime bien, on reparlera justement par après de ce qui est écrit là sur la droite, un espace physique et mental. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais on va parler de ça, c'est sûr. Surtout l'espace mental. OK. Merci. Et donc, deuxième question, vous vous souvenez, ici à gauche, le rappel des différentes situations proposées par iSup qui vont, en fait, si on met un curseur en haut, la première situation, c'est plutôt des enseignements, enfin les 3 premières sont plutôt des enseignements portés sur le contenu, et puis les 3 dernières, oui, jusqu'à l'écosystème, sont plutôt avec une pensée portée plus sur la gestion des apprentissages des étudiants. Et on voit ici que le plus grand nombre de réponses nous porte sur l'écosystème, qui est une situation dans laquelle, effectivement, on utilise des ressources extérieures, on fait intervenir des gens, et donc dans une idée où c'est la gestion des apprentissages des étudiants qui compte avant le fait de transmettre du contenu. Là aussi, un commentaire éventuel. Ok, parfait. On est sur de la fièvre. Qui a laissé son micro. Merci. OK. Alors, l'idée ici, c'était, pardon, je suis allé trop loin, mais ce n'est pas grave. Je vais rendre la main à Amaury, du coup.
Amaury qui avait proposé quelques questions Oui. rapides de départ en fait, pour introduire au sujet. Depuis bientôt un an qu'on enseigne à distance, c'est des commentaires, des questions, des remarques que j'entends souvent auprès de mes collègues ou des enseignants que j'ai en formation. Par exemple, on se demande si on voit bien si les étudiants sont attentifs et impliqués quand on est à distance. Surtout s'ils coupent leur caméra, mais on ne peut pas les obliger peut-être à allumer leur caméra, enfin on en discutera tout à l'heure. Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer qu'ils sont bien attentifs, impliqués, parce que quand on les a en présence, on les voit, on voit ce qu'ils font, enfin on ne sait pas toujours ce qu'ils font derrière leur écran, ceci dit, mais c'est peut-être une question à se poser par rapport aussi à leur motivation et à l'engagement dans l'enseignement. Alors, une autre question qui peut se poser, il y a un petit temps de latence. Où est-ce qu'elle est, ma Alors, souris ? il faut juste que d'abord tu Oui. acceptes le contrôle. Tu as dû avoir un message qui te demande en fait, si Oui, normalement, c'est bon. tu veux prendre le contrôle ou pas. Euh, Ouais, c'est bon. Je vois que c'est toi qui contrôle la Ça a souris. changé, hein? Non. Non, j'ai cliqué, mais… Ah si, voilà. C'est bon? Il est difficile de savoir si les étudiants sont dans de bonnes conditions d'études à la maison. Ben oui, on ne sait pas toujours s'ils ont un bon écran, un bon ordinateur, une bonne connexion. Est-ce qu'ils savent s'en servir? On ne sait pas trop non plus. Est-ce qu'ils utilisent leur matériel efficacement? Après, on peut se demander aussi, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce que c'est notre problème finalement? Bon, ça le devient s'ils ne suivent pas du tout l'enseignement à cause de ça. Donc, moi, je donne cours aussi à l'Université de Fribourg et dans les réunions entre collègues avant le semestre, là, au mois de septembre, on s'était réunis et on avait décidé ensemble de fournir le plus possible de ressources, de mettre des ressources à disposition des étudiants pour qu'ils sachent comment utiliser tel ou tel logiciel et aussi pour d'autres conseils, etc., pour suivre leur enseignement à distance. Et donc ça, par exemple, ça nous paraissait assez important. Une autre chose, c'est que les canaux habituels qu'on utilise avec les étudiants pour communiquer sont pas les mêmes. Comment est-ce qu'on communique d'habitude avec nos étudiants? En général, ils viennent à la fin d'un cours, ils nous posent des questions. Ça arrive assez souvent quand même. Ou pendant le cours, bien évidemment. Mais ils peuvent aussi physiquement se déplacer jusqu'à notre bureau ou nous envoyer un email. Quand on est à distance, c'est plus difficile à gérer ces différents canaux de communication. Comment faire en sorte qu'ils aient envie de nous aborder, nous parler. À la fin d'un cours, on a peut-être tendance trop vite à couper l'ensemble de la réunion Zoom et puis à ne pas laisser la possibilité de poser des questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour… Vous voyez, j'utilise déjà l'expression présence à distance. C'est un peu, on reparlera en lien avec l'idée d'espace mental. Certains étudiants semblent décrocher et on ne sait pas pourquoi. Comment est-ce qu'on peut les soutenir, les rattraper? Comment est-ce que… c'est vrai que nous, ça a été compliqué et ça reste compliqué d'enseigner à distance et de faire passer tous nos enseignements à distance. Mais pour les étudiants, c'est un fameux challenge aussi de changer leur stratégie de travail et d'apprentissage. Et puis, dernière question, c'est l'enseignement à distance paraît moins dynamique, moins interactif. Comment faire en sorte qu'il y ait davantage de relations? Les outils qu'on a à disposition permettent quand même de faire pas mal de choses. Vous avez vu au début de la séance aujourd'hui, il y avait un petit sondage, c'est un peu minimal, mais d'un autre côté, ce sont des artifices ou des façons de faire qui peuvent permettre un peu plus d'interaction. Et puis, vous verrez, on va tester aujourd'hui différents outils comme le partage en petits groupes, etc. Donc, voilà un peu les enjeux ou les questions qui se posent en matière d'enseignement à distance. C'est des choses dont on s'est toutes et tous rendu compte très rapidement depuis le mois de mars l'année passée.
Et Voilà. merci Amaury pour cette introduction en fait, qui nous donne en filigrane en fait, les sujets principaux sur lesquels nous allons travailler. Et donc, le premier d'entre eux ici, dans la première partie, c'est finalement, et là je clique encore et encore, ça y est. Et donc, le premier d'entre eux, c'est de quoi parle-t-on? Où est-ce que quand on parle d'enseignement à distance, quand on parle d'interaction dans l'enseignement à distance, de quoi s'agit-il? Et alors, donc, Et là, on va passer du coup sur WooClap. Je te reprends le contrôle, oui, Franck. oui, très bien. Merci. Du coup, comme l'a expliqué rapidement en introduction Christelle, on est sur un webinaire participatif. Et pour vous faire participer, on va vous demander d'utiliser ou votre smartphone ou d'ouvrir dans votre navigateur Internet une nouvelle fenêtre. Dans cet espace, pour ceux qui savent déjà, mais pour les nouveaux aussi, vous pouvez taper WooClap dans votre moteur de recherche. Et vous connecter ainsi à l'application qui s'appelle wooclap.com. Une fois que vous allez arriver sur votre interface WooClap, en haut, dans une barre bleue, on vous demande de renseigner un code et ce code, c'est celui-ci, ONSFTZ. Ah. Et du coup, je vais lancer. Trouvez dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas noté. Ouais, tu l'as mis, super. Oui. OK. Donc, j'attends un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Pour l'instant, on a 10 participants connectés. Et puis, je vais pouvoir lancer la première question. OK. Bon, les derniers qui vont nous rejoindre, vous aurez quand même le temps de répondre. Je lance pour les premiers qui sont déjà connectés. Question ouverte. Qu'est-ce que je fais déjà dans ma pratique enseignante pour avoir une bonne relation avec les étudiants? Donc, c'est un écran dans lequel, normalement, vous pouvez renseigner votre réponse. Vous pouvez même renseigner plusieurs réponses, c'est-à-dire que vous enregistrez une première, vous validez, puis vous pouvez en envoyer une seconde, et ainsi de suite. Et donc là, vous pouvez proposer déjà vos réponses. Et en dessous de votre écran de réponse, pour ceux qui ont déjà répondu, vous avez également accès aux réponses des autres participants que vous pouvez liker pour celles que vous trouvez les plus pertinentes ou celles qui vous ressemblent ou s'il y en a que vous pensez que c'est des idées intéressantes à mettre en avant. Et bien sûr, les participations et les réponses les plus likées sont les plus visibles. En fait, je vais commenter en faisant un lien avec ce que je vais montrer tout à l'heure. C'est que quand on rentre en relation avec les étudiants, en fait, en général, il y a trois grandes catégories de choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on fait pour que le climat de la classe soit positif, que l'ambiance soit bonne. Donc, on travaille sur les aspects sociaux, on va dire, faire en sorte que les gens se connaissent, qu'il y ait une interaction peut-être même informelle à certains moments, un peu plus. On va faire preuve d'écoute, j'ai vu, apprendre les prénoms, faire en sorte qu'il y ait une météo d'humeur de chacun. Là, je trouve ça intéressant aussi.
Voilà, donc un peu le climat social, le climat, l'ambiance dans le cours, dans le groupe. Il y a une deuxième chose qu'on fait, c'est c'est ce qu'on appelle assurer notre présence à nous, montrer qu'on dirige les choses, qu'on est à la barre finalement, et qu'on va passer tout un semestre ensemble, ou en tout cas quelques séances, et que on va être là pour répondre à leurs questions, qu'on va être là pour organiser les activités d'apprentissage et d'enseignement. Donc, on va montrer qu'on va animer aussi, pas uniquement transmettre du contenu. Il y a toujours du contenu à transmettre, évidemment, mais quand on est enseignant, c'est pas que. Il y a aussi de l'animation et de l'organisation. Et puis, une troisième chose qu'on fait aussi, c'est les mettre en lien justement avec les contenus du cours, avec ce qu'on veut qu'ils apprennent. Quand on leur demande, par exemple, leurs intérêts ou les questions qui se posent sur le sujet du cours ou sur ce qu'ils savent déjà à propos du cours, ou qu'on met à disposition, là je vois sous les yeux, recueillir leurs attentes, ou qu'on met à disposition un forum, ou qu'on fait une intro où ils peuvent s'exprimer, c'est une manière de les mettre en connexion avec le contenu du cours, avec les activités d'apprentissage, mais aussi faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils sont plusieurs à apprendre les mêmes choses et à viser les mêmes objectifs, donc à les faire interagir entre eux. Voilà un peu les trois choses, on y reviendra par la suite, mais qui sont importantes à avoir en tête quand on démarre en cours. Et peut-être quand on est à distance, le souci, c'est de faire en sorte justement qu'il y ait cet espace mental qui se crée, c'est-à-dire cette présence à distance qui doit se créer, malgré le fait qu'on est physiquement et parfois temporellement, même quand on est asynchrone, qu'on est temporellement à distance finalement. Quand on est à distance, justement, le plus important, c'est peut-être au début, en tout cas, de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, une présence sociale qu'on assure, faire en sorte que les personnes apprennent à se connaître, etc. J'ai envie de dire que c'est le plus important d'emblée, encore plus qu'en présence. Voilà. Okay. Merci pour le commentaire. Merci à tout le monde pour les participations aussi et les réponses. Je vois qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été proposées. C'est chouette. Je ne sais pas si le nuage de mots va révéler des mots en plus gros. Oui, il y a plus d'occurrences sur les questions que vous posez. Peut-être que vous retournez entre les étudiants entre eux, en fait. Révéler peut-être les intérêts, la bienveillance. Et après, on a du coup esprit, jour, classe, donc qui doivent dépendre aussi des formules de réponse que vous avez proposées, positive attitude, disponibilité. Attends, on t'entend plus très bien tout d'un coup, Lauriane. Ah, tu m'entends? Oui, mais en fait… Bon, je vous rends la main du coup. Oui, c'est pas grave, je vous rends la main sur la suite de la présentation. Eh bien, c'est donc la première partie d'Amaury qui continue. Bon, alors, oui, sur celle-là, effectivement. Voilà, merci. En fait, j'aime bien commencer, quand on parle d'apprentissage des étudiants et de notre rôle par rapport à ça, j'aime bien commencer par cette dia-là. Alors, elle est peut-être un peu complexe, mais ce n'est pas très difficile à comprendre. En fait, sur la droite, vous voyez qu'il y a la réussite, la persévérance, l'apprentissage des étudiants, et c'est un peu ce qu'on vise, hein, la réussite des étudiants et leur apprentissage. Pour expliquer la réussite dans les recherches en sciences de l'éducation, en pédagogie universitaire, on sait qu'il y a une multitude de variables, de facteurs qui peuvent avoir une influence positive ou négative sur leur réussite, leur apprentissage, leur persévérance dans les études. Et toutes ces variables-là, on les classe en deux catégories. Il y a une catégorie sur la gauche, les trois cases sur la gauche, ce sont les variables de présage, c'est-à-dire les variables
qui concernent les étudiants au moment où ils arrivent à l'université. Donc, en gros, ce sont des variables qu'on maîtrise peu, sur lesquelles on peut, c'est la façon dont ils arrivent chez nous. Donc, on sait par exemple que les filles réussissent mieux à l'université. On sait que les personnes qui ont un statut socio-économique plus élevé réussissent mieux, plus facilement. On sait par rapport à l'âge, par exemple, que les adultes en reprise d'études, après avoir une carrière professionnelle à un moment donné, on sait que c'est plus compliqué pour eux de se remettre aux études. On sait aussi que ça dépend des caractéristiques psychologiques, hein, notamment les attributions, l'image de soi. Être sûr de soi quand on est un apprenant, ben, ça aide. Le sentiment de compétence, etc. Ce sont des choses qui facilitent l'apprentissage. Et puis, il y a tout ce qui concerne aussi le passé scolaire, hein. On sait que les personnes qui ont déjà redoublé dans l'enseignement primaire ou secondaire, plus de difficultés, les personnes qui ont du retard scolaire, on n'est pas toujours sûr des connaissances préalables qu'ils ont en arrivant à l'université et ça peut poser souci. En gros, à part les caractéristiques psychologiques et là-dedans, donc on peut agir sur les sentiments de compétence, les aider à avoir une meilleure image d'eux-mêmes en tant qu'apprenants, mais en gros, on a peu de prise là-dessus. On les prend comme ils arrivent, bien évidemment. Au milieu, toutes les variables qu'il y a, ce sont des variables de processus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut agir sur leur apprentissage. Alors, il y a des variables qui dépendent de nous, hein, comme ce qu'on leur propose comme expérience pédagogique à l'université dans nos cours, mais aussi en dehors de nos cours, les conditions de vie à l'université, les représentations, leur intégration dans le monde académique, les conditions d'études et les politiques institutionnelles ont un gros rôle là-dessus à jouer. Je vois dans les questions qu'il y a quelqu'un qui s'interroge sur les attributions. Oui. Les attributions causales en psychologie sociale, c'est les attributions qu'on donne, enfin les raisons qu'on donne à nos échecs, en fait. Quand on échoue, par exemple, à un examen, mais qu'on dit que c'est à cause du prof qui ne nous aime pas, ben c'est une attribution causale externe. C'est-à-dire que si c'est le prof qui ne nous aime pas, on n'a pas trop de prise là-dessus. Par contre, si on dit j'ai raté parce que je n'ai pas assez bien travaillé sur tel ou tel sujet, ou bien ma méthode d'étude n'était pas tellement la bonne, comment est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Là, c'est une attribution causale interne sur laquelle on a du contrôle et c'est un peu plus facile de s'améliorer par la suite. Voilà, rapidement. Alors, parmi toutes ces variables, la question que j'ai envie de vous poser, d'après vous, quelle est la variable ou le facteur qui influence le plus la réussite et la persévérance des étudiants? Donc, c'est une factorisation, hein, vous l'avez compris. Toutes les variables sont corrélées à la réussite, mais il y en a une qui est plus corrélée que les autres. C'est laquelle, d'après vous? Peut-être dans le chat, éventuellement, vous pouvez donner une réponse. Je vous laisse 30 secondes. Origine sociale, expérience pédagogique, représentation et conception, les caractéristiques psychologiques. OK. Merci. Donc, effectivement, quand la variable la plus corrélée avec la réussite des étudiants, en fait, ce sont les expériences pédagogiques. OK. C'est rassurant pour nous parce que ça veut dire qu'on a un rôle vraiment très, très important par rapport à la réussite, malgré leur passé d'étudiants ou de mauvais élèves éventuellement. Donc, ça nous donne un rôle et une responsabilité peut-être importante. Et j'aime bien de mentionner ça parce que quand j'entends parfois des collègues qui disent mais les étudiants, c'était plus ce qu'ils étaient, ou bien ils sont pas volontaires, etc. En réalité, on peut faire beaucoup de choses pour améliorer les choses et on reste quand même dans les universités les personnes avec les meilleures compétences pour que les étudiants réussissent en fait. Ça dépend pas, ça dépend aussi de facteurs extérieurs à nous, mais nous, on peut faire vraiment la différence.
Donc, c'est un peu pour nous motiver que je mets ça toujours en évidence pour dire qu'on est quand même des enseignantes, des enseignants qui faisons la différence. Alors, oui, juste un petit mot pour attirer ton attention sur le temps. oui, d'accord. Alors, très rapidement, justement, je pense que ça, c'est un résumé sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, sur la présence pédagogique, la présence sociale, la présence cognitive. Quand on parle de présence à distance, on parle de ces trois choses-là. Et puis, dans les exemples que vous donniez tout à l'heure pour entrer en relation avec les étudiants, pour interagir avec les étudiants, vous avez donné des exemples des trois choses, en fait. La présence sociale, l'ambiance, le climat, faire en sorte qu'on s'entende bien, qu'il y ait une bonne ambiance dans le groupe. Notre présence pédagogique, donc la présence enseignante, qu'on va mettre en évidence, et la présence cognitive, ce sont les échanges, la collaboration entre étudiants, mais aussi la connexion qu'on va faire entre les étudiants et la matière, les activités du cours pour apprendre. Voilà, très rapidement. Et c'est ce qui détermine finalement l'expérience d'apprentissage qu'ils vont vivre et qui va être positive pour leur apprentissage. Ici, c'est juste pour parler de ce qu'on appelle la distance transactionnelle. C'est l'espace psychologique. On parlait d'espace mental, mais c'est l'espace psychologique et communicationnel entre l'enseignant et l'apprenant. Et puis, juste pour illustrer ça, j'avais un collègue, Marcel Lebrun, que vous connaissez peut-être, qui était prof à l'Université catholique de Louvain. Et lui disait, depuis que j'enseigne à distance, j'ai jamais été aussi proche de mes étudiants. C'est-à-dire que le fait d'être à distance l'avait obligé à organiser davantage d'activités de liens, d'activités sociales, de faire en sorte que les étudiants interagissent plus explicitement, plus formellement dans ces cours. Et il trouvait que ça amenuisait finalement la distance psychologique qu'il avait avec ses étudiants. Donc, vous voyez, en enseignement à distance, c'est une notion sur laquelle on travaille depuis quand même pas mal de temps, hein. Vous voyez, cet article-là de Moore, il date du début des années 90. Voilà. Merci, Amaury. Donc, le cadre est planté, hein. On sait où on va. Alors, l'idée maintenant, c'est que dans ce cadre, on se répartisse pour… pourquoi il me faut toujours ce temps? Merci, voilà. On se répartisse, et là, je ne me souviens plus comment est-ce qu'on avait dit qu'on vous répartirait. Si c'était nous qui, en appuyant sur un bouton, avions éclaté tout le groupe. C'est Fatma, normalement, qui va créer les groupes. Fatma, Okay. ton micro est éteint. Du coup. Elle fait une répartition automatique, normalement. Oui, alors je vais créer les salles. Nous sommes 27 au total. Je vais créer 4 salles. Ça vous va? S'il faut 4, ouais, 24. 5. Oui, je mettrais 5. 5, allez. Ouais. 5. Et donc, l'idée, c'est que vous répondiez ensemble à la question de comment inciter les étudiants à activer leur caméra pour interagir à distance. Sachant que je crois que nous n'avons, en France en tout cas, pas la possibilité d'obliger qui que ce soit à le faire. Donc, c'est plutôt une incitation, leur donner envie de les motiver à. Voilà. Donc, vous allez… Donc, tu appuies sur le bouton. On se c'est retrouve bon, dans combien de temps? juste pour rappeler qu'ils ont 7 minutes pour débattre. Donc, à questions. 15h17, à Voilà. 15h17, du coup, on se retrouve en collectif. Est-ce qu'on a une possibilité de faire un petit rappel à tout le monde Oui, je mettrai un message de chat. Ok, super. C'est parti. Bon travail. Tout le monde revient. Hello, hello. 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 De retour. Welcome back. Petit à petit, on voit les participants qui reviennent. Comment ça se passe, Fatma? Du coup, c'est t'envoies un message et ça ferme la salle, ou est-ce que les gens doivent sortir de la salle? Automatique. Automatique. Mais on peut le faire un peu en avance. 8 personnes.
Ouais. On peut cliquer sur un bouton pour dire qu'on est d'accord. Oui, voilà. Parce que du coup, si les personnes n'ont pas fini et qu'elles Voilà, veulent ça va. absolument Tout le monde est finir, large, normalement. ça y est, je vois que tout le monde revient. Ok. De nouveau, bienvenue à tout le monde, tous ceux qui étaient dans les sous-groupes. N'oubliez pas de rééteindre votre micro, s'il vous plaît, parce que ça a réactivé micro et webcam apparemment. Ah, pardon. Oui, Pas de souci, ça vient, ça vient, ça ça a vient. été un peu généralisé. Ça vient d'un paramétrage, je pense. Oui, puis je pense qu'ils avaient tous leur webcam et le micro ouvert surtout dans les Ah oui, oui, sous-groupes. Et oui, quand tu d'accord. rapatries, en fait, automatiquement, ça te garde ta configuration précédente. Ouais. Et du coup, pour le partage, on avait prévu un partage en plénière pour quelques-uns des groupes. Amaury et Franck, je vous laisse du coup prendre la main sur la distribution de la parole et les échanges. Ben, oui, l'idée, c'est que des volontaires nous disent, ben, dans notre groupe, on a dit telle idée, et puis qu'on passe sur quelques idées qui viendraient comme ça. Donc, appel aux bonnes volontés, y a-t-il quelqu'un qui voudrait faire partager Dans le groupe 4, Christine. Allez, Oui, bonjour. Bonjour. Alors, le groupe 4, nous avons réfléchi sur certaines petites peut-être astuces. Alors, déjà, c'est peut-être plus facile lorsqu'on est répartis en groupe, un petit peu comme nous tout à l'heure, parce qu'en petit groupe, on a tous eu tendance à tout de suite ouvrir la caméra pour se voir, plutôt qu'en classe entière. Ça, c'est une chose. Une autre, c'est de le demander de façon très informelle, juste en début de séance, histoire de dire on se dit bonjour, et puis après, chacun fait ce qu'il veut, hein. On brise la glace en début pour se dire bonjour, et puis si vous voulez rester avec la caméra, vous le faites, sinon tant pis. Ensuite, peut-être leur demander de le faire quand ils prennent la parole, lorsqu'ils interviennent. Et dernière chose plus ludique, leur demander de s'amuser un petit peu avec les filtres Zoom, donc les arrière-plans. Et donc, si on utilise les instruments Zoom, peut-être que ça peut être sympa de les challenger un peu, soit de dire, ben, chaque jour, il y a quelqu'un qui va se montrer avec son filtre particulier de la journée, ou bien faire un tour de filtre, voilà, histoire de trouver une façon un petit peu ludique d'utiliser la caméra et de les habituer, parce qu'en fait, après, c'est une question d'habitude. merci beaucoup. Voilà. Je note au passage la proposition de Jacques qui dit que on peut effectivement demander l'usage de fond d'écran sympa, un peu comme celui qui nous emmène au Canada, je crois, qui est derrière Lauriane, ou celui qui nous emmène dans la végétation derrière Christelle. Allez, une autre intervention et puis alors oui, j'ai noté aussi que quelqu'un proposait de noter les propositions directement dans le Oui, format pad, ce qui est effectivement une bonne idée. justement, je vais reprendre le groupe 3. J'ai pas eu le temps de tout noter, mais je note déjà ce que vous avez proposé. Les autres groupes, s'il y en a qui veulent noter, n'hésitez pas, mais sinon, prenez aussi le micro. Peut-être pour le groupe 3, préciser un peu, donc il y a des propositions très opérationnelles, mais il y avait aussi une réflexion qu'on avait eue sur est-ce que c'est obligé tout le temps la vidéo, d'un point de vue par rapport à la bande passante et aussi du fait que ça peut être un peu invasif de rentrer dans l'intimité des étudiants. Et donc, on a eu plusieurs réflexions sur ça, il faut quand même les prévenir en amont, pas les surprendre, mettre vraiment un cadre en fait où tout le monde est d'accord sur cet usage de la vidéo. Donc c'est un peu les réflexions sur lesquelles on est allé aussi avec le groupe, au-delà des propositions. Sachant que c'est un peu frustrant pour certains enseignants de parler face à un écran noir tout le temps. Donc ils ont peut-être besoin aussi, les enseignants, de voir des têtes, hein, enfin comme d'habitude, un peu comme en présentiel. Mais peut-être pas tout au long de la séance, c'est vrai. OK.
Bon, je vois que les groupes, les uns derrière les autres, ajoutent leurs idées. Donc, je C'est pense chouette. que… Oui, Je dis c'est chouette, comme ça on va garder des traces des échanges. c'est très bien. Bravo. Moi, je voulais juste noter une idée qui est sortie dans notre groupe, qui est celle de faire répondre avec les mains. C'est-à-dire, ça peut être sur une question simple au début, comment vous sentez-vous ce matin, par exemple, et donc on a des signes qui, voilà, qu'on peut faire, et donc on peut les demander avec les mains. Un petit sondage express, utilisez vos mains pour dire ça va super ou c'est moyen ou ça va pas. Et puis je vais noter autre chose. Oui, que l'étudiant qui vient de parler, en fait, c'est une consigne qu'on donne, que l'étudiant, quand il a terminé de parler, appelle un autre pour qu'il donne sa réponse. Donc, Lauriane, c'est à toi de donner ta réponse maintenant. Ouh, C'est à toi, Lauriane. Est-ce que vous m'entendez? ça y est, là, oui. Ça y est. J'ai mon micro que je ne sais pas pourquoi qui se déconnecte. Il n'est pas très coopératif aujourd'hui. Voilà. Une suggestion que je voulais faire en complément des éléments que tu as apportés, Franck, et que j'ai pu lire dans le Frama. Je me souviens régulièrement en formation d'avoir eu des enseignants qui m'ont dit moi, je leur demande d'allumer la webcam, mais en fait, ils ne veulent pas, ils n'ont pas envie de montrer chez eux, ils en ont marre toute la journée, tout ça. Il y a parfois aussi, des fois, ça tient un peu de choses en fait. Ça peut être aussi juste de les prévenir à l'avance que dans le cours que vous allez faire avec eux, vous allez leur demander d'allumer la webcam, ne serait-ce que pour casser un peu cet effet de surprise, parce qu'on est tellement dans la visioconférence qu'on finit par se lasser et par éteindre la webcam parce qu'on n'y voit plus l'utilité. On ne comprend pas l'usage, on ne voit pas la valeur ajoutée, et finalement on se dit que je l'allume, que je l'éteigne, il y en a déjà 10 qui l'ont éteint, je vais l'éteindre moi aussi, et on l'éteint. Alors que si vous les préparez à cette intention, c'est plus facile pour eux de se dire « Ah, je sais que je vais être filmé, on va me demander d'allumer la webcam, donc je vais peut-être faire attention le cadre qu'il y a derrière moi, ou alors effectivement apprendre à me servir des filtres. » Mais je pense que c'est toujours mieux de préparer, on parlait d'espace mental tout à l'heure, c'est une forme aussi de se sentir en sécurité psychologique, de savoir qu'on attend de soi qu'on va allumer la webcam. Eh bien, merci. Et je passe du coup la main à vous. Et je pense que c'est maintenant qu'on va pouvoir avancer sur le deuxième sujet, merci, qui est donc comment est-ce qu'on peut faire je ne sais pas qui est-ce qui avance là, c'est moi Non, c'est moi parce que tu n'as que 7 écrans. D'accord, merci. Je te laisse continuer, ça va très bien. Et donc, on va rendre la parole. Je me demande s'il n'y a pas un WooClap maintenant. Ouais, d'abord, on va revenir sur WooClap. Merci pour les dernières notes sur le Frama. Je remonte l'écran rapidement pour les personnes qui se seraient déconnectées éventuellement de leur WooClap. Donc, l'idée, c'est de faire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est la même session. Donc, vous pouvez rouvrir votre fenêtre WooClap à laquelle vous étiez connecté tout à l'heure. Le code, c'est toujours celui-ci. Et je lance la question suivante. C'est une question à points. Vous avez 7 propositions et on vous demande de répartir des points sur les types d'activités que vous proposez déjà à vos étudiants. Vous avez un certain nombre de points, vous ne pouvez pas mettre autant de points que vous voulez. Une fois que vous avez réparti, je crois que dans le chat, par exemple, on a Isabelle qui propose l'utilisation d'un carnet de bord collaboratif sur Pad ou sur GDoc, qui est aussi une stratégie intéressante en enseignement à distance. Oui. Ok, si j'enlève les 5 conseillers pédagogiques qui animent le webinaire, je pense qu'on arrive à peu près au total de personnes ayant pu se connecter et répondre. Amaury, si tu souhaites faire un commentaire sur... je peux aussi ordonner les réponses, comme ça du coup on a un classement, on va dire, des choix qui ont obtenu plus de points.
faut que j'active mon micro. En fait, c'est pas si étonnant que ça quand on revient aux discussions qu'on a eues juste avant par rapport à la participation, l'engagement des étudiants. En réalité, ce qu'on essaie de mettre en place avec nos étudiants, c'est de la participation indirecte, en fait. Quand on imagine la participation en classe spontanément, enfin avec les étudiants, spontanément, on imagine de la participation directe, c'est-à-dire des étudiants qui spontanément vont lever la main pour poser une question ou qui spontanément vont répondre à nos questions. Or, ce genre de cas de figure est relativement rare en fait. Et pour les faire participer, il faut organiser d'autres types d'activités plus indirectes, surtout avec des grands groupes. Hein. Ce n'est pas possible qu'ils parlent tous devant le grand groupe à un moment donné. Donc, on va organiser du travail en sous-groupe, on va utiliser des quiz comme oui, Socrative ou CLAP, etc. Leur proposer de travailler sur des ressources à la maison, hein, en autonomie. Et puis quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est que ces trois activités-là aussi visent de façon informelle à développer leur autonomie, à ce qu'ils s'engagent, qu'ils prennent de l'assurance dans leur propre processus d'apprentissage. Et ça, je trouve ça intéressant et tout à fait intelligent par rapport à ça. Par rapport à l'autonomie qu'on veut développer chez nos étudiants. Il faut quand même rappeler souvent que les étudiants, quand ils arrivent à l'université en licence, ils ne sont pas toujours très autonomes. Et c'est un apprentissage dans les premières années d'université. Voilà. Merci. Merci. Je vais revenir sur le PowerPoint. Je note juste, moi, qu'il y a un écart quand même assez entre le premier et le deuxième choix. On a près du double en fait de points. C'est-à-dire que le vote a été très fort en fait pour dégager le travail en ce groupe. Et je vais rendre la parole et le contrôle à Amaury. J'ai déjà parlé c'est plus concrètement, j'ai parlé des différentes sortes de présence, j'ai parlé de la présence, la distance transactionnelle. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour diminuer cette distance transactionnelle? Il y a pas mal de littérature là-dessus, notamment développer les interactions entre apprenants. Vous avez parlé de travaux de groupe, de les mettre en petits groupes, etc. Ça devrait être centré sur la création d'un climat socio-affectif. J'en ai déjà parlé et dans les exemples que vous avez donnés, c'est tout à fait en lien. Et puis, permettre davantage des interactions avec l'enseignant, mais des interactions qui sont peut-être indirectes. Hein. Quand ici, je suis en train de vous présenter quelque chose, j'essaie de garder un œil sur le chat s'il y a une question. Et donc, c'est une façon peut-être un peu indirecte d'interagir avec la personne qui présente. Plus concrètement, peut-être quelque chose, ça s'en vient, voilà. Non, j'ai été trop vite ou bien? Non, c'est juste. Alors, voilà, faire travailler les étudiants entre eux, etc. Donc, on reviendra encore sur d'autres idées plus concrètes là-dessus. Et dans ce qui a été dit aussi, quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'à distance, on devait davantage métacommuniquer, c'est-à-dire communiquer à propos de l'interaction, expliquer pourquoi on fait les choses d'une certaine façon, comment ils peuvent interagir avec nous, et donc expliciter davantage le processus du cours, le processus d'enseignement, pour que les étudiants se sentent à l'aise avec ce nouvel environnement d'apprentissage. Et dans les exemples qu'on a donnés dans le petit groupe avec lequel j'ai discuté, ça transparaît beaucoup en fait. On va essayer d'être explicite le plus possible pour que les gens se sentent à l'aise. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, l'idée là maintenant, c'est qu'on revienne un petit peu à nos pratiques. Et donc,
sur WooClap, il y a un nouveau questionnement que Lauriane devrait, à moins que je me trompe, non, 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 je te laisse finir ta phrase. que Lauriane devrait nous présenter. Ok, donc tout le monde a compris le jeu du coup. Donc je passe rapidement sur les écrans. Toujours le même code, toujours le même site, toujours le même outil. Et je vais lancer maintenant la question suivante pour ouvrir le débat sur le sujet 2. Comment faire travailler les étudiants, opportunité versus risque. Vous avez en face de vous un écran qui vous permet en fait de sélectionner quel type de réponse vous allez nourrir. Donc, on Il y a a un peut-être une tableau colonne qui ne sert à en rien, colonne, non? donc les risques d'un côté. Lauriane, il y a la colonne 3, je pense qu'elle est de trop. Peut-être. Ouais. Ouais. Alors, hop. On va l'enlever tout de suite. Donc, on peut voir sur la commande WooClap, quand elle apparaîtra, qu'il y a dans la petite boîte rouge, rose ou, quelle est l'autre couleur d'ailleurs? Je n'arrive pas à changer, risque, voilà, ou bleu, Là, oh, ouais. opportunité, non, ou jaune. Vous choisissez le type de réponse que vous faites. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 colonnes. Voilà. Il y a une question concernant faire travailler les étudiants. Est-ce que c'est en cours ou en dehors du cours? La question, elle porte là-dessus, dans le chat. Oui. Pourriez-vous préciser s'il s'agit de les faire travailler ensemble pendant le cours ou en dehors? Je dirais les deux, moi, mon capitaine. Oui, j'aurais tendance à dire les deux. Ouais. Oui. Alors, Véronique, dans le chat, normalement, il y a 2 colonnes qui s'affichent, mais sur mon écran, je vous montre à quoi c'est censé ressembler sur le vôtre. En fait, ici, vous avez la possibilité de choisir dans quelle colonne, du coup, vous allez envoyer votre réponse. Donc, vous écrivez votre message. Donc, Vous l'envoyez soit dans risque, soit dans opportunité. par exemple, ici, voilà. Donc là, elle sera envoyée dans risque. Si je sélectionne opportunité, je passe en colonne orange et elle sera bien envoyée dans opportunité. Et je clique ensuite sur envoyer. Et je peux envoyer ainsi plusieurs réponses. Alors, il est 4h moins le quart. Il nous restera une grosse demi-heure pour la dernière partie. Donc, peut-être que nous pouvons faire une première série de commentaires sur ce que nous voyons là. Et une chose qui me frappe, en tout cas dans les risques, c'est, il me semble que la gestion, le travail de groupe n'est pas quelque chose de naturel, que ça correspond à des lois, à des règles, et qu'il est nécessaire, mais absolument nécessaire, de donner des règles de dynamique de groupe ou de gestion du groupe aux étudiants qu'on met ensemble à travailler en groupe. Je prends des trucs idiots, les rôles de l'animateur sur la production, sur la régulation, sur l'organisation du travail, par exemple. Les accompagner dans la découverte de la gestion du travail de groupe.
Je pense qu'au-delà des opportunités qui sont citées, donc l'interaction, les étudiants apprennent mieux, dimension sociale importante, développer l'autonomie. Si on regarde un petit peu les risques, on remarque par exemple parler d'autre chose que ce qui a été demandé. Et là, je pense qu'une solution possible à ce problème-là, c'est leur imposer une contrainte temporelle de la durée de l'activité qui sera faite en groupe, distribuer des tâches, des rôles, voilà. Ce qui les oblige à faire le travail sans parler d'autre chose au-delà de ce travail demandé en fait. Oui, préciser la nature du livrable, par exemple, du produit attendu. Oui. Dans Zoom, leur faire peur en arrivant d'un coup dans leur salle. Oui. Heureusement, il y a un petit sourire derrière. La technologie n'est pas souple et il y a souvent des bugs qui font perdre du temps aussi. Et la gestion de conflits aussi, qui n'est pas évidente à distance. Bonne question. Que cela se transforme en salon de discussion non lié au travail, est-ce que c'est vraiment grave? S'ils ont rempli, comme disait Fatma, les délais et les livrables, bah, finalement, pas tant peut-être. Ok. Amaury, est-ce que tu souhaites apporter un commentaire ou est-ce que tu souhaites voir une partie des contenus plus que d'autres? Je peux faire un tri sommaire. Mais comme il y a beaucoup de réponses, ça a été assez Il y a une petite question dans le chat. Ouais. Lauriane, il y a une question dans le chat qui demande une précision sur le jigsaw. Comment l'utilisez-vous en cours? Parce qu'il y a une personne qui a proposé le jigsaw dans les opportunités. Est-ce que la personne qui a proposé Une réponse de 1 minute, peut s'il vous plaît. Bonjour, c'est moi. Bonjour Florie. Du coup, c'est en 2 parties à peu près. Donc, une fois, on fait travailler les étudiants en groupe et chacun travaille sur un aspect particulier du problème. Et ensuite, dans la deuxième phase, on recrée des groupes. Et dans ce cas-là, on mélange les étudiants et chacun est donc expert d'une des parties du problème. Et c'est ce qui peut permettre, apparemment, ce que disent les étudiants, ce qui se trouve intéressant, c'est que du coup, ils ont tous quelque chose à apporter au groupe. Et je trouve que ça, à distance, avec Zoom, ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai respecté la minute. Bravo, merci Florie. Super, merci. Peut-être deux éléments alors rapidement que j'ai notés, c'est que dans beaucoup de risques, enfin, dans beaucoup de ce qui a été noté là, dans les risques, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui concernent le feedback qu'on va leur donner, en fait. Comment organiser le suivi des travaux de groupe ou le feedback qu'on va leur donner. Et le feedback va devoir se porter autant sur le contenu de leur travail que sur la façon dont ils travaillent, sur le processus. Notamment par rapport à la dynamique de groupe ou par rapport ou faire en sorte qu'il n'y ait pas de passagers clandestins, il va falloir réguler aussi l'organisation du groupe. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut un peu anticiper. Deuxième chose, c'est par rapport à la distance. Quand on fait travailler les étudiants à distance, alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre calendrier académique chez vous, mais chez nous, on a commencé l'année passée, au printemps, notre semestre avait déjà commencé avant qu'on ne se confine et qu'on passe à l'enseignement à distance. Donc les étudiants se connaissaient déjà, avaient déjà passé du temps ensemble. Même chose en automne, à partir de septembre, où les étudiants, on a passé à l'enseignement à distance à partir de fin octobre, début novembre. Mais là, ce semestre-ci qui vient, on commence, nous, les cours dans 2 semaines pour le semestre de printemps et les étudiants, il y en a qui ne se connaissent absolument pas, qui ne se sont jamais rencontrés en vrai, même si on est pendant l'année, en fonction des cours qu'ils ont choisis, ils n'ont peut-être pas rencontré les autres. Et donc,
j'anticipe en fait que si on fait travailler les étudiants en groupe à distance sans qu'ils se soient jamais rencontrés, il va falloir organiser le fait qu'ils se rencontrent un petit peu aussi entre eux et faire en sorte aussi qu'ils apprennent à se créer un environnement de travail propice au travail de groupe. Donc, notamment, peut-être leur suggérer des usages d'outils qui peuvent les aider. Alors, Framapad a l'air pas mal, par exemple, pour rédiger un document ensemble ou pour… peut-être qu'il faut leur suggérer des outils de ce type-là pour travailler efficacement ensemble. Donc, j'ai l'impression qu'on s'en vient là pour le prochain semestre à d'autres questions qu'on n'avait pas anticipées avant, auxquelles on n'a pas été confronté avant. Voilà. OK, merci. Merci, Amaury. Alors, 4h moins 10, il va falloir que… Merci, super, merci Lauriane. C'est la troisième partie, l'idée à partir de laquelle chacun pourra peut-être piocher, prendre, se dire tiens, oh, c'est une bonne idée, je vais essayer ça dans un cours prochain sur tel aspect. Et donc l'idée c'est concrètement, mon cher Amaury, concrètement, comment on fait? Mais je crois que ce n'est pas Amaury tout de suite. Je clique et je reclique. Ici, c'est Amaury. C'est à Amaury. C'est à lui. Du coup, je te rends la main à Amaury. Mais je crois que ça va aller vite parce que je vais redire des choses, enfin, pour synthétiser un peu des choses dont on vient de parler. D'accord. Quelques pistes pratiques, comment mettre en place un système, un environnement d'enseignement qui est propice à ce que les étudiants apprennent, s'engagent, soient motivés. Donc, informer les étudiants à propos du soutien disponible, j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec mes collègues de Fribourg, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait dire à tous nos étudiants individuellement pour se coordonner et leur donner des outils, du soutien, des supports et les diriger vers ce que l'université leur propose comme ressources pour apprendre à distance, que ce soit technique, que ce soit aussi dans l'organisation de leur travail. Une autre chose aussi, c'est essayer de prévoir du temps, ça arrive, prévoir du temps d'interaction écrite ou orale en dehors des cours. Je prends un exemple tout à fait personnel, mais ça a pas mal marché. La semaine passée, je donnais toute la semaine, du lundi midi au vendredi midi, je donnais un cours à des enseignants comme vous en Suisse sur les usages des technologies et l'enseignement à distance. Et puis, comme je n'allais pas passer toute la journée en synchrone avec eux, je leur ai préparé du travail individuel à faire à certains moments de la journée, en dehors de moments synchrones où on se retrouvait. Et puis, pendant ces moments individuels, j'ai fait une sorte de doodle où ils pouvaient s'inscrire à des rendez-vous avec moi par tranche de quart d'heure, en fait. Et ça a vraiment bien marché. Ils ont vraiment joué le jeu. Ils étaient 12, mais il y avait suffisamment de plages horaires disponibles pour eux pour me rencontrer, pour que je réponde à leurs questions, que ce soit des questions techniques. On essaie d'apprendre à utiliser Moodle pour l'enseignement et d'autres techniques et d'autres scénarios pédagogiques d'enseignement à distance. Et puis là, dans ce cadre-là, j'ai pu répondre à leurs questions et les accompagner du mieux possible aussi individuellement. Donc, il faut essayer de trouver d'autres façons d'interagir avec eux en dehors du cours, en dehors des séances synchrones. Encourager l'entraide, on n'est pas tout seul en fait. Tout à l'heure, dans les exemples que vous avez donnés pour les faire travailler, pour les faire interagir, les faire travailler par petits groupes, etc. L'idée qu'il y a derrière, c'est aussi encourager l'entraide, faire en sorte qu'ils se donnent du feedback les uns les autres et qu'ils apprennent entre eux. Et donc de développer en même temps leur autonomie. Alors, une autre piste aussi, c'est de prévoir des activités courtes pour
en petits groupes et prévoir du feedback régulier. Donc, on a parlé du travail en petits groupes, mais aussi prévoir comment va se dérouler le feedback. Alors, ils peuvent se donner du feedback entre eux, hein. Ça, on peut l'organiser, mais on va devoir superviser l'ensemble et trouver un système qui fonctionne. Et puis, je reviens sur cette idée de métacommuniquer, sur la façon de poser des questions, sur l'organisation générale du cours, sur comment interagir avec nous et leur expliquer les outils qu'on utilise, ce qu'ils peuvent en faire, comment les utiliser au mieux, etc. Donc, c'est quelques pistes pratiques qui sont importantes à avoir en tête quand on travaille à distance. Alors, il y a des tas de ressources dont on peut parler par la suite. J'ai acheté un bouquin là, il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Animer à distance ». C'est vraiment intéressant comme livre. Ça parle pas uniquement de l'animation de cours à distance, mais aussi par rapport à l'animation d'équipes à distance ou l'animation de séances de travail à distance. Et j'ai trouvé pas mal de pistes pratiques intéressantes là-dedans. Chouette. J'attire Amaury, votre je attention rebondis sur juste, une question. Il y a une question. Ouais, une question dans le chat. J'ai une remarque, Ah oui. question à faire sur la durée des cours de la part d'Amal. Est-ce que c'est viable de calquer les horaires des cours en présence, par exemple 2 ou 3 heures en présence, demeure… Ah, pardon. Alors, mon chat Oui. est remonté, donc j'ai perdu ma question en cours de lecture. Ah. Non, pardon. Je vois la question. 2 ou 3 heures. Ouais, c'est bon? Ok. Oui, je vois la question. C'est vrai que, est-ce que pour moi, c'est difficile, en fait. Je pense que, bon, écouter un prof qui parle pendant 1h30 dans un amphithéâtre, c'est déjà pas garanti que que les étudiants restent attentifs 1h30. Et puis à distance, je crois qu'il y a encore plus de distractions possibles, surtout si on sait que le prof ne nous voit pas. Hein. Donc, il y a déjà ça. Et puis en plus, c'est enregistré la plupart du temps. Donc, forcément, les étudiants se disent, oh, si je ne suis pas attentif 5 minutes, ce n'est pas grave, j'irai revisionner. Donc, à mon sens, c'est très fatigant et pour nous et pour eux de suivre exactement le même timing, le même horaire. Et donc, ça vaut la peine à certains moments de couper la caméra, de leur donner un travail individuel. On se revoit dans une demi-heure quand vous aurez fait ce travail, cette réflexion ou cette lecture, ou que vous aurez visionné une petite vidéo. Donc, trouver une alternance, davantage encore d'alternance dans les activités pour que ça reste viable et qu'on ne devienne pas fou avec le visionnement de cours synchrones à distance. Donc, ça, je pense que c'est… Et c'est ça qui prend du temps après. Il faut voir un peu quel est préparer autrement ces cours, alors qu'on a l'habitude de faire autrement. Ça demande énormément d'investissement et de changement. Mais petit à petit, essayer de réfléchir à des activités asynchrones ou des activités en dehors des cours, je pense que ça vaut la peine. Mais ça se discute. Hein. Je vois qu'il y a d'autres avis qui sont partagés là-dessus, enfin dans le chat. Voilà. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, Hervé. Oui, chez nous, à l'INSA, en génie mécanique, il y a plus de… il y a eu des réunions la semaine dernière et les cours magistraux ont été supprimés. Bon, est-ce que c'est viable, à votre avis? Enfin, ils sont complètement supprimés, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire des vidéos, des choses comme ça. Est-ce que c'est viable à long terme ou à moyen terme? Je ne sais pas. Moi, je trouve que ça dépend. Après, voir une vidéo d'1h30 du prof qui parle dans son bureau ou chez lui, je trouve que c'est lourdingue aussi, quoi. Donc, le mieux, à mon avis, c'est une alternance. Mais ça demande beaucoup d'investissement pour préparer d'une autre façon les cours. Quand on fait des vidéos nous-mêmes dans notre petit bureau,
le son n'est pas toujours top, l'enregistrement n'est pas toujours top. C'est notre façon de parler, on n'est pas habitué à parler devant un écran. Hein. C'est comme si on se fait interviewer par un journaliste, on n'est pas habitué de parler devant un écran. Ben, c'est moins dynamique que si on parle naturellement devant un amphi d'étudiants. Donc, il y a des questions techniques, des questions d'usage qui se posent. Et je trouve que c'est un peu radical quand même de supprimer tous les cours. C'est-à-dire, c'est la demande des étudiants qui fait Ouais. qu'ils n'en peuvent plus d'écouter quelqu'un pendant 1h30. En fait, oui. C'est la même chose, mais en différé, alors peut-être. Non, mais en fait, ils ont demandé des petites capsules de 20 minutes. Ah, ouais. Oui. Bon, je les comprends, ceci dit. Je trouve que c'est une bonne suggestion. Ça force un peu l'université peut-être à essayer de diversifier les méthodes d'enseignement. Mais je trouve que c'est compliqué pour nous, en fait, de devoir tout réadapter. Oui, bien sûr. Mais en plus, moi, j'avais un collègue qui disait que c'était bon pour les bons élèves, mais les plus mauvais, enfin les moins bons, quoi, ils n'arrivent pas. Oui, ça, c'est possible aussi. C'est possible aussi. On manque un peu de recul pour répondre à cette question-là, mais à mon sens, oui, les meilleurs étudiants sont ceux qui sont les plus autonomes et les plus stratégiques, en fait. Donc, les étudiants qui ont un peu besoin d'organiser leur journée, qui ne sont pas à l'aise pour organiser eux-mêmes leur temps de travail tout au long de la journée, etc. C'est peut-être un peu plus compliqué pour eux. Ouais. Moi, je trouve que dans ce cas-ci, je trouve qu'il faut essayer de préserver, enfin, de mon point de vue, je trouve qu'il faut essayer de préserver notre liberté académique, d'enseigner comme on l'entend. Et des décisions générales aussi radicales, je trouve que ça attaque un peu notre liberté académique. Mais bon. Dans la composante dans laquelle je travaille, il a été décidé que c'était le calendrier initialement prévu qui prévalait. Donc, les cours doivent avoir lieu dans les 2 heures prévues, etc. Mais on dit, vous arrêtez de faire des cours en parlant comme ça, au moins vous coupez en 2, et au moins il y a un moment où les étudiants doivent agir sur ce que vous leur demandez de faire, de travailler. Très bien, oui, très bien. Je suis pour l'interaction avec les étudiants, hein. Mais des décisions aussi générales qui s'appliquent à tous de façon pas nécessairement concertée, je trouve que c'est pas nécessairement le mieux non plus, parce que ça s'adapte. Enfin, tous les cours, tous les sujets, toutes les matières ne sont pas adaptées à une seule et même façon d'enseigner, en fait. Donc, moi, j'aurais tendance à faire confiance aux enseignants parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur matière et la façon de l'enseigner. Et alors, leur fournir davantage de ressources, davantage de temps pour créer de nouveaux cours parce qu'on doit beaucoup s'adapter. Je trouverais ça mieux, quoi. Mais bon... Après, ça pose la question, à quoi sert un cours magistral? Est-ce que c'est juste un apport de connaissances, un apport théorique de connaissances ou pas? Qu'est-ce qu'on met derrière le cours magistral? Et je comprends aussi parfaitement les étudiants qui se disent, ben, moi, si je vais à un cours magistral de 2 heures, ben, je préfère des capsules que je peux visionner quand j'ai envie de le faire, voilà, à mon rythme. Ils ont tous des rythmes d'apprentissage différents aussi. Voilà. Mais certes, ce n'est pas évident pour l'enseignant. Non, tout à fait. Pour nous, c'est un fameux défi. Hein. Et puis, enfin, il y a beaucoup de choses. Après, on peut se dire, un truc que je regrette un peu parfois, c'est de me dire que ça fait 25 ans qu'Internet est dans nos écoles, dans nos universités. Et puis, c'est seulement maintenant, après 25 ans, qu'on utilise vraiment les technologies qui sont à notre disposition pour enseigner. On aurait pu s'y prendre un peu plus tôt, peut-être. Et sous la contrainte, en plus, des circonstances. Oui, voilà. Sachant qu'avant le confinement, en présentiel, les étudiants sèchent quand même beaucoup les cours magistraux. Donc, ils arrivent à s'en sortir. Oui.
au cours, quoi. Enfin, avant. Hein. Alors, il est 4 heures passées maintenant. Je pense qu'il est temps d'arriver à la dernière ligne droite, la troisième partie, la fin de la troisième partie. Où est-ce qu'on en est là? Voilà. Merci. On se remet en ce groupe. Et où est-ce qu'il est ce document sur les 10 activités? En ligne. Est en ligne. Est-ce que quelqu'un peut nous donner son adresse en ligne dans le Ouais, chat? je vais le chercher. Merci Christelle. Alors, l'idée, c'est de se répartir du coup comme tout à l'heure et de répondre à la question suivante. À partir du document qui sera proposé, où 10 activités sont détaillées, identifiez une activité que vous pourriez mettre en œuvre dans votre enseignement en expliquant comment est-ce que vous l'utilisez et les modifications, par exemple, éventuelles que vous pourriez apporter. On vous laisse télécharger le document déjà avant de vous répartir dans des salles. Tu l'as mis dans le chat? Oui, il est dans la discussion. Alors, moi, je ne le vois pas encore dans le chat. Je ne sais pas si... Ah, bah alors je recommence. C'est peut-être c'est pas passé comme il faut. Là, c'est bon. C'est Ça bon? y est. Oui. Sinon, il y a le fichier en ligne aussi. Je vais le mettre. Alors, donc, on essaie de faire vite. J'attends juste qu'il télécharge tout sur le doc. Sinon, je vais mettre le lien sur le Framapad aussi. Ok, ça marche. Merci Christelle. C'est parti pour le travail. Ok, merci. On est rebalancé. Ah, on est rebasculé, d'accord. On a passé. C'est un peu brutal, ouais. C'est bon. On vous invoque, en fait. On est équipés dans nos échanges, c'est pas grave. Mais normalement, tout le monde est prévenu. Il y a un petit message de Fatma. Ouais, normalement, il y a un message qui a été envoyé. Oui, mais on n'avait pas fini, mais c'est pas grave. Ah, bah ouais. Bah, parce qu'il y a un message que en fait, l'activité est terminée. Ah oui, oui, d'accord. J'ai cru que vous n'aviez pas eu l'info. Si, on l'a, mais c'est vrai que... On essaye de resquier. Ça a pris quand même beaucoup de temps de regarder le tableau, mine de rien. Enfin, c'est sûr, c'est toujours trop court. Et on n'avait pas compris la demande. donc, ouais. Tout le monde est là. Ok. Alors, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes maintenant. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est demander à une ou deux personnes, mais pas plus, si elles veulent, de dire peut-être quelle activité l'intéresse ou peut-être quelle activité elle met déjà en œuvre, en quelques mots. Et puis ensuite, on pourra redonner la parole à Maury pour une conclusion. Quelqu'un veut-il partager une réflexion sur une des activités ou une activité mise en œuvre pour montrer comment il l'utilise? Alors, quand vous posez une question comme ça devant un écran noir, c'est assez Bon, flippant. je peux y aller, je peux me sacrifier. Enfin, bon, Merci, Amal. Donc, nous, dans notre groupe, on a beaucoup parlé, enfin, j'ai beaucoup parlé, je pense, avec Christina. Et puis, on s'est arrêté, mais les autres membres étaient d'accord. Rédaction d'un carnet de bord d'apprentissage avec un petit groupe, donc la 6 et la 7 en même temps, parce qu'on se dit qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups et modifier peut-être la rédaction du carnet de bord et l'adapter à un wiki. Pourquoi pas créer un wiki avec les étudiants? Ça serait intéressant, j'ai des collègues qui le font déjà. Donc voilà, ça serait la 6 et la 7, mais on fait déjà pas mal de choses. D'après nos discussions, certains d'entre nous font pas mal de ces activités-là, mais on les adapte à nos... Voilà, ce qu'on a dit, c'est qu'on les adaptait à nos disciplines aussi, Oui. chacun d'entre nous. Donc voilà en gros. Super.
Merci beaucoup. Moi, je trouve que ce document est très utile et très efficace parce qu'il a une structure et il permet des choix éclairés. Merci Amaury de nous donner cette ressource. Je pense qu'on va passer maintenant peut-être à notre conclusion. Et si Amaury veut bien, c'est à toi. Oui, bon, rapidement, peut-être pour conclure, un peu une synthèse et pour revenir un peu à l'idée centrale de ce webinaire, parce que c'était le focus sur les interactions à distance, hein. Enseignement hybride, enseignement à distance, mais focus sur les interactions. Je sais pas, les discussions que j'ai eues même en petit groupe montrent bien les changements qu'il y a assez radicaux finalement entre l'enseignement en présence et l'enseignement à distance en matière d'interaction. Et ça change notre rôle. Pour pouvoir rentrer en contact avec les étudiants, on va devoir faire autrement. On va devoir investir du temps et puis développer peut-être nos savoir-faire d'enseignants, d'enseignantes pour y arriver. Mais il ne faut pas oublier aussi que les étudiants vont devoir changer aussi leur fusil d'épaule, leur façon d'apprendre. Et apprendre à distance, c'est souvent plus complexe, surtout quand on ne s'y attend pas. Ça demande pas mal d'adaptation. La semaine passée, je vous disais, j'avais passé mon temps à donner une formation à des collègues et pour préparer cette formation-là, j'ai interviewé plusieurs étudiantes en fait, pour leur demander d'abord comment elles avaient vécu l'enseignement à distance, le passage de la présence à distance, et puis je leur ai demandé quels conseils vous donneriez aux enseignants, à vos enseignants en matière d'enseignement à distance. J'avais enregistré les vidéos et c'était comme ressource pour une des activités de la semaine. Et puis, il y a une des étudiantes qui disait, moi, je suis assez à l'aise avec les technologies, je suis assez à l'aise avec l'utilisation de Zoom, etc. L'ennui, c'est que mes enseignants pas. Il y a notamment un enseignant qui voulait nous passer des documents à lire et des vidéos. Mais le problème, c'est que les documents étaient il n'arrivait pas techniquement à les mettre en ligne sur Moodle. Il n'arrivait pas non plus à nous les envoyer par email. Alors, il a fait des clés USB pour chaque étudiant et il nous a envoyé par la poste. Quand elle m'a dit ça, j'étais vraiment choqué. Et puis, je me suis dit, mais mince, comment est-ce que cet enseignant-là, dans son école, n'a pas eu, je sais pas, un environnement qui lui permettait d'avoir les ressources nécessaires pour le faire de façon plus simple. Donc, j'imagine que c'était très compliqué pour cet enseignant-là aussi. Et je me dis, mais on en arrive à des situations finalement un peu absurdes où on voit bien qu'autant les étudiants que nous avons besoin de ressources et d'aide parfois, quoi. Voilà. Mais donc, par rapport aux interactions, ce qui est on sonne chez moi, j'espère. Bon, tant pis. Je crois que c'est mon fils, mais bon, il a sa clé. Donc, l'idée, c'est que le niveau des interactions entre les étudiants et les enseignants, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte et à développer. Et je reviens encore sur cette idée de métacommunication. Il faut se parler, en fait. Il faut que les étudiants et les enseignants, que les étudiants osent nous poser des questions et que les enseignants, nous, on ose dire quand ça ne va pas ou quand il y a un souci ou dire aux étudiants de faire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Juste pour conclure là-dessus. Parfait. Écoute, Amaury, un grand merci de ta présence, des ressources que tu nous as apportées, de tes réflexions. Pour nous, c'est toujours très enrichissant. Et alors, pour notre conclusion, je crois que c'est notre amie Christelle. Non, c'est moi. Non. Ah non, c'est Fatma.
Voilà, donc merci à Maury, merci à vous tous pour votre participation à ce webinaire. Vous avez à votre disposition des références qui pourraient vous servir aussi comme source de réflexion. On peut poursuivre aussi la réflexion avec vous et dans vos différentes équipes pédagogiques qui vous accompagnent. Si tu peux passer à la slide suivante, Lauriane. Voilà. Et donc, on vous rappelle les prochaines dates et les prochains rendez-vous. Donc, on aura un webinaire sur les modalités d'enseignement à distance ou hybride en SHS le 11 mars 2021 avec Elke Nissen de l'Université de Grenoble. Un webinaire sur l'évaluation des apprentissages à distance le 29 avril. La date est fixée. Un web rendez-vous aux avec Christelle Lison. Voilà. Aux LTP hybrides ou à distance sous forme de retour d'expérience le 6 mai. Et un web rendez-vous sur comment concevoir son enseignement avec l'ABC Design Learning le 5 juin. Et vous avez d'autres rendez-vous, événements de webinaires sur ces mêmes thématiques d'enseignement à distance ou hybride sur le site de l'AIPU. Et on termine ce webinaire avec une petite citation. Passer de la distance qui sépare à la proximité qui rapproche, donc une citation de Didier Paclin. Et on vous remercie encore une fois pour votre participation. Vous avez le lien de l'enquête de satisfaction sur le chat. Si vous pouvez le renseigner maintenant, ça nous aidera à améliorer notre offre de webinaire. Et on reste toujours à votre disposition pour vous accompagner et poursuivre nos réflexions. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Maury encore beaucoup et à très bientôt.